Bonjour à tous, chers amis. Donc, comme vous me connaissez sûrement, là, je m'appelle Alexandre Sartre. Puis, aujourd'hui, une vidéo un peu particulière sur le thème des premiers répondants. Dans le fond, c'était une demande qui venait d'un membre du groupe paramédic entre France et Québec. Notre ami Olivier Bonne, ou Bon, je ne voulais pas écorcher ton nom, cher ami, qui nous a demandé pourrais-tu, un de ces quatre, faire un zoom sur cette page sur les first responders, premiers répondants, en nous présentant leur rôle, mission, équipement, statut, organisation opérationnelle, etc. Système pertinent et d'avenir, quasi inexistant en Europe, excepté la Suisse, à ma connaissance. Fait que sans plus attendre, cher ami, on va procéder à ce fameux zoom. J'ai préparé un PowerPoint que je vais vous partager. Donc ça va être évidemment par rapport aux premiers répondants québécois, parce que sur le thème de la Suisse, je pourrais éventuellement demander à un collègue, notamment David Dulian, là, de pouvoir faire une vidéo sur le sujet. Mais pour le moment, ça va être sur le Québec. Donc, normalement, vous pouvez tous voir mon écran. Ouais. Donc, niveau des premiers répondants au Québec, là, comme vous le voyez, cette image-là, comment dire, la photographie de la photo de couverture de l'Association des premiers répondants du Québec. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez structuré, là, avec une association qui regroupe tous les membres qui sont premiers répondants. Comment ça fonctionne des premiers répondants? Bah déjà, faut savoir que il y a une loi au Québec là qui gère très bien tout ce qui a rapport avec le préhospitalier et c'est ce qu'on appelle la loi sur les services préhospitaliers d'urgence. Ça, c'est vraiment très comment dire, très exhaustif là sur tout ce qui touche le préhospitalier. C'est-à-dire que vous allez y trouver vraiment même le premier intervenant, c'est-à-dire que la personne lambda, mettons, qui intervient, qui a zéro connaissance, mais là, hop, elle intervient parce qu'il y a une personne là qui tombe devant elle. Qu'est-ce qu'elle a le droit de faire? Bah, c'est prévu par la loi sur les services préhospitaliers d'urgence. Puis ça couvre évidemment les premiers répondants, les paramédics, les centres de communication santé, donc au 911, le directeur médical, etc., etc., etc. Donc l'article 1 de cette loi-là, bah, c'est très simple là, dans le fond. Elle dit que cette loi-là sur les SPU, elle vise à ce que soit apporté en tout temps aux personnes faisant appel à des services préhospitaliers d'urgence, donc les personnes qui font appel normalement au 911 en cas d'urgence. Eh ben, elle veille à ce que ces personnes-là obtiennent une réponse appropriée, efficiente et de qualité, ayant pour but la réduction de la mortalité, donc le moins possible de décès, et de la morbidité, donc le moins possible de conséquences néfastes en quelque sorte, à l'égard des personnes en détresse. Ça, c'est toute l'organisation du préhospitalier québécois tourne autour de ce principe-là. Donc vraiment essayer de faire le moins de décès possible, puis le moins de morbidité, donc le moins de conséquences néfastes, de maladies, etc., de conséquences pour les personnes en détresse. Et on va voir les premiers répondants bah, s'inscrivent pas mal là-dedans. Dans le fond, ce que ça dit là à son article 39 de cette fameuse loi, c'est que justement, on prévoit un premier répondant. Et qu'est-ce que c'est ce premier répondant-là? C'est une personne qui est appelée par le centre de communication santé. Donc, le centre de communication santé, c'est la partie du 911 qui s'occupe de ce qui est médical. Donc, de dispatcher des ambulances, les premiers répondants, etc., etc. Donc le premier répondant, c'est forcément une personne qui est appelée pour se rendre sur une intervention. On ne peut pas être considéré premier répondant si on a même la formation, etc. Puis je me promène en voiture et paf, je tombe sur un accident. Mettons, je sors de ma voiture, là j'ai une petite trousse avec moi de soins, mettons, dans la voiture. Puis hop, j'arrive. Là, je ne peux pas me prévaloir d'être premier répondant et de réaliser des actes qui sont réservés à cette fonction-là. Parce que je n'ai pas été appelé par le 911 pour me rendre sur cette intervention-là. Donc, je suis considéré comme un premier intervenant tout à fait lambda, une personne lambda qui est dans la rue.
Et donc ce premier répondant qui est affecté donc pour se rendre sur une intervention, il fournit à une personne évidemment dont l'état requiert les premiers soins de stabilisation, les premiers soins de stabilisation, c'est-à-dire vraiment les tout premiers gestes qui pourraient faire une différence dans la suite de l'intervention. Donc les premiers soins de stabilisation requis conformément au protocole d'intervention clinique. Là aussi, les premiers répondants suivent et répondent à des protocoles bien précis. Ils font pas les choses comme ils veulent, puis qui sont élaborés évidemment ces protocoles-là par ministre et par le ministre qui est évidemment assisté là, du directeur médical national des soins préhospitaliers d'urgence et correspondant au niveau de formation qu'il reconnaît parce qu'on va le voir tantôt que les premiers répondants ont plusieurs niveaux dans le fond, un petit peu comme les paramédics où il y a soins primaires, soins avancés, soins critiques. Bon bah là, les premiers répondants c'est un petit peu similaire, on va le voir tout de suite après. Puis enfin, le prochain, l'article d'après de la loi des soins préhospitaliers d'urgence, ils nous disent que voilà, le rôle en fait, c'est que le premier répondant, là, toujours en complémentarité là, du technicien ambulancier paramédic, applique les protocoles, donc les protocoles d'intervention clinique là qu'il doit respecter, visant la prévention et la détérioration de l'état de la personne en détresse. Donc c'est vraiment de la stabilisation. Là. On essaye de prévenir on essaye de prévenir le fait que la personne va se détériorer. Donc on la maintient dans l'état où elle est, sans forcément aller jusqu'à améliorer sa condition. Au moins on évite qu'elle se dégrade. Puis évidemment, voilà, la détérioration de la personne, de l'état de la personne en détresse et transfère au technicien ambulancier paramédic la responsabilité des interventions à son arrivée sur les lieux. Évidemment, le paramédic est toujours en charge de l'aspect médical d'une intervention. Donc c'est comme similaire, mettons, à si vous êtes en ambulance, puis le SMUR arrive sur une intervention, bon bah vous transférez la responsabilité de votre intervention a fortiori au médecin du SMUR qui vient d'arriver sur les lieux. Là, c'est à peu près la même chose. Donc, les premiers répondants, ils sont organisés au sein de services plus ou moins gros, plus ou moins importants, avec plus ou moins de moyens. Puis des fois, ça se tient à pas grand-chose là au niveau moyen. Mais ce qu'il faut faire, là où il faut faire la différence, c'est qu'il y a des services de premiers répondants qui sont civils, c'est-à-dire que c'est des personnes j'allais dire comme vous et moi, mais des personnes qui sont pas forcément du milieu. Là, c'est vraiment, ça peut être un tel qui est charpentier, l'autre qui est boucher, l'autre qui travaille dans la foresterie, mettons, puis ils décident, ok, on va commencer un service de premier répondant. Fait que là, ils vont voir la municipalité, puis on dit voilà, on aimerait ça partir un service de premier répondant. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, c'est génial, parce que là, il n'y a jamais aucune municipalité qui dira non à ça. Puis ils vont essayer voilà, de faire financer bon, du matériel, des uniformes, peu importe, là, voilà, parce qu'ils ont besoin pour fonctionner. Fait que ces services-là sont bénévoles, évidemment. Donc ça pourrait être comparé, mettons, aux associations françaises type Croix-Rouge, Protection civile et autres. C'est vraiment des services bénévoles. Puis les gens, dans le fond, vont être organisés, par exemple, soit avec des systèmes de garde. Par exemple, dire, OK, on est 4 premiers répondants dans notre service, bah, il y en a 2 qui vont être de garde, mettons, cette semaine, puis s'il y a une intervention, vous y allez. Puis la semaine d'après, ce sera 2 autres, etc., etc. C'est vraiment très dépendant, sachant qu'au Québec, bon, les services de premiers répondants, en fonction de là où vous vous trouvez, ça peut être très, 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 très calme. Hein. Ça peut se compter en une intervention en 3 mois. Quoi. Mais il y en a d'autres aussi. Il y a des services de premiers répondants, par exemple à Montréal, où là, c'est tous les jours, vous sortez, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et puis il peut y avoir 3, 4, 5, 6, 10 interventions à la journée minimum. Quoi. Fait que là, il y a des services qui sont bénévoles civils. Donc là, on en voit un sur la photo, avec vous voyez, une personne là, qui semble avoir un uniforme, ceinturon, et une ambulance. On va le voir plus tard, là, l'ambulance ne sert pas forcément à transporter les personnes, parce que ça, c'est de l'exclusivité des paramédics, sauf dans un cas qu'on va parler tantôt. Donc, service bénévole civil,
et puis d'autres qui dépendent du service incendie. C'est-à-dire que parfois la municipalité a fait le choix de former ses pompiers ou des pompiers, pas forcément tous, faire le choix de les former comme premiers répondants. Fait que là, ici, c'est le cas de la municipalité. Hop, excusez. C'est le cas de la municipalité, par exemple, de Sorel-Tracy ici, où on voit qu'il y a un véhicule là, premier répondant, mais c'est bien le service incendie. Puis il y a également le logo du service incendie sur les uniformes des pompiers. Donc évidemment, ces personnes-là, quand eux, ils interviennent à titre de premier répondant, pour le service incendie, bah, ils sont payés comme un pompier qui part en intervention. Donc là, bah, c'est une activité qui est rémunérée. Donc il y a plusieurs niveaux de premiers répondants. On l'a vu là, il y a plusieurs niveaux de soins en quelque sorte. Fait que je vais vous donner ça tout de suite. Je cherche quelque chose. Voilà, excusez-moi, là, je devais brancher mon ordinateur. Donc plusieurs niveaux de premiers répondants. Vous avez donc en gros 4 niveaux de premiers répondants. Puis le niveau de PR3 élargi qui est un peu particulier, dont on va parler aussi. Dans le premier des niveaux, là, ça va entre guillemets du plus faible au plus élaboré. On a les PRDEA. Donc les premiers répondants DEA pour défibrillateur entièrement automatique. C'est des premiers répondants, dans le fond, qui vont avoir 12 heures de formation. Puis entre parenthèses, c'est la durée que doit avoir la formation continue pour la période de certification. Une période de certification, c'est 3 ans. C'est vraiment très encadré par le ministère à ce niveau-là. Vous pouvez garder votre certification de premier répondant que si vous avez participé au volume horaire qui est alloué pour votre formation continue. Si je suis premier répondant DEA et que j'ai pas fait 8 heures de formation continue dans les 3 ans, au bout de 3 ans, il va falloir que je repasse ma formation initiale de 12 heures. On va voir la différence entre les niveaux là juste après. Vous avez le PR niveau 1 qui a donc 16 heures de formation initiale, 12 heures de formation continue donc sur ces 3 ans. Le PR2, 32 heures, comme vous pouvez le voir, puis 24 heures de formation continue, etc. Le PR3 c'est normalement le plus commun, on va dire. Là, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent, avec un 60 heures de formation. Donc, et ça ressemble un petit peu comme à un PSE1, PSE2 cumulé, mais même comme ça, avec juste 60 heures, il y a plus d'actes autorisés que même un chef d'agré de la Croix-Rouge qui aurait eu 100 heures de formation. Puis les PR3 élargis, donc on va parler. Alors, les PRDEA. On va mettre ça dans le coin. Le PRDEA, dans le fond, c'est une personne qui a vraiment reçu les formations de base. Donc 12 heures de formation. Celle-là, bah, tout le monde en gros l'a reçue. Là, c'est vraiment le socle de formation. Puis à l'intérieur, vous allez voir, c'est surtout mais je vais vous montrer après sur le site internet, là où il y a également le détail de tout ce qui est vu en formation. Mais en gros, il est affecté sur les arrêts cardio-respiratoires ou les risques d'arrêt cardio-respiratoire, donc les interventions, ce qu'on appelle de priorité zéro, uniquement. Donc c'est des personnes là, vous voyez, qui peuvent appliquer quand même des techniques de dégagement et voie respiratoire, ventilation, massage cardiaque, application du défibrillateur. C'est pas mal ça sur lequel ils sont formés. Puis là, vous avez vu, je vous ai mis une photo parce que au Québec, tous les policiers sont formés PRDEA. Donc la Sûreté du Québec, là j'entends parce qu'il y a plusieurs services de police, mais la Sûreté du Québec qui est la police provinciale, donc l'équivalent de la police nationale en France, tous ces policiers-là sont formés PRDEA. Donc nous, au 911, si on a un appel avec une priorité zéro qui rentre, donc mettons, je sais pas, un enfant inconscient, donc ça rentrerait priorité zéro, ou pas forcément un enfant, mais voilà, une personne inconsciente priorité zéro, on va demander
à la police d'envoyer le véhicule, le SQDEA, le véhicule avec le défibrillateur. Normalement, ils sont censés en avoir tous dans les autopatrouilles pour, si besoin, commencer des manœuvres de réanimation avant l'arrivée de l'ambulance. Donc ça, c'est pour le PRDEA. Lui, il agit uniquement donc pour les ACR. PR de niveau 1, le PR de niveau 1, lui, dans le fond, il répond aux urgences vraiment vitales. Donc, c'est sûr qu'il va aller, pareil, sur tous les arrêts cardio-respiratoires. Ça, c'est certain. Tous les premiers répondants, quel que soit le niveau, peuvent être affectés sur des arrêts cardio-respiratoires. Lui reçoit une formation de base voilà, de 16 heures. Donc, c'est un petit peu plus, c'est un petit 4 heures de plus que la formation de base de PRDEA. Lui, en revanche, là, ce qui est un petit peu plus intéressant, c'est que ces 4 heures-là, elles servent en fait à intervenir sur les anaphylaxies. C'est-à-dire que lui, dans le fond, il va, en plus de sa formation DEA, avoir 4 heures sur tout ce qui va être réaction anaphylactique, reconnaissance des symptômes de la réaction anaphylactique et administration de l'épipène. Donc, dans le fond, de l'épinéphrine pour éviter donc l'aggravation d'une personne qui serait en situation d'anaphylaxie. Puis donc voilà, comme c'est marqué, il est affecté sur les situations cliniques susceptibles d'impliquer une telle pathologie. Donc lui, en plus des arrêts cardio-respiratoires, il est affecté également sur les anaphylaxies. Là, je vous ai mis des photos à chaque fois pour illustrer les PR là, mais ça, c'est pas forcément exhaustif là. C'est un Rock Sud de Richelieu. Peut-être que leurs PR sont au niveau 3 là. Je sais pas, c'est vraiment de l'illustration. Les PR de niveau 2. Hop. Excusez, je fais la course pour éviter de vous cacher les images. Donc lui, pareil, PR2, il répond aux urgences vitales, il répond aux ACR, il répond aux anaphylaxies, il a été formé pour comme le PR1. Mais en plus de ça, donc lui, il reçoit une formation totale de 32 heures parce qu'on va lui rajouter de la traumatologie avec ça. Donc, formation dans traumatologie, il va être affecté, en plus des ACR et de l'anaphylaxie, sur de la traumatologie. Puis, encore une fois, donc la photo n'est pas exhaustive là, mais c'est pour montrer aussi, ils ont ce type-là de véhicule là. Il n'y a pas de normes pour les premiers répondants là, au niveau véhicule. Ils peuvent un peu avoir ce qu'ils veulent là, donc soyez pas étonnés là qu'il y ait des véhicules inhabituels. Donc 32 heures, le PR2, anaphylaxie, les arrêts cardio-respiratoires naturellement, puis la traumatologie. Le PR3, ce qu'on a le plus souvent, voilà, premier répondant traditionnel, lui c'est une formation, c'est la formation la plus élaborée en termes de premier répondant. Lui c'est 60 heures, puis il peut prendre en charge à peu près, on va dire, disons n'importe quelle pathologie. Donc les ACR, l'anaphylaxie, la traumatologie, puis tout ce qui va être considéré urgence médicale. Là encore, c'est le directeur du service, dans le fond, qui va dire, voilà, nous, on veut intervenir dans, mettons, tel type de urgence médicale parce que voilà, c'est le matériel qu'on a, c'est voilà, pour X raisons, par exemple, on va dire, si il y a un appel qui rentre de priorité 1, bon nous tous les appels de priorité 1, on y va. Puis il y a d'autres services qui vont être un peu plus larges, qui vont dire ok nous toutes les priorités 3, mettons on y va. Pour rappel, là, les niveaux de priorité, là, ça va de 0 à 8, du plus grave au moins grave, pour vous faire une idée là, sur l'échelle de gravité des appels. Donc les PR3, là encore, on voit là, il y a une ambulance, là, ça en général, c'est des anciennes ambulances de paramédics là, qui sont comme réformés. Mais voilà, ça ne veut pas dire que là, la ville de Saint-Eugène, ce soit des PR3, là, c'est peut-être des PR2, 1 ou autre. Puis les PR élargis, c'est un petit peu particulier. Dans le fond, le Québec, là, on l'a vu, c'est immense par rapport à d'autres pays. Donc, il y a des zones où il n'y a tout simplement pas d'ambulance. Donc ça peut être par exemple des réserves amérindiennes qui sont très au nord ou alors très isolées. Donc envoyer une ambulance là-bas, ça pourrait prendre
ça pourrait être un délai, je sais pas, je dis une connerie, mais ça pourrait être un délai de 4-5 heures avant qu'une ambulance puisse arriver sur les lieux. Donc là, on se doute bien que c'est 4-5 heures. Si c'est un segment de nez encore, tu te dis, bon, ça peut aller, tu vois, une épistaxis, ça peut bien se gérer. Mais si c'est quelque chose de plus compliqué ou de plus urgent, là, ça commence à poser problème. Fait que là, on a dit, pas de problème, on va former des PR3, donc qui sont formés pour l'ACR, l'anaphylaxie, la traumatologie, les urgences médicales. Puis, on va leur donner la possibilité de transporter ces patients-là jusque dans un centre hospitalier et faire en sorte qu'en gros, sans être des paramédics, sans faire l'ensemble des gestes qui sont dévolus à un paramédic, ils ne peuvent pas intuber, ils peuvent pas faire un électrocardiogramme, ils ne pourront pas donner de médicaments, ce genre de choses, mais au moins ils peuvent transporter en milieu hospitalier. Dans le fond, ils ont les mêmes possibilités là qu'un secouriste associatif en France, quoi. Donc, ils bénéficient naturellement d'une formation PR3. La loi spécifiquement prévu que dans ces zones-là de découverture ambulancière, comme on dit, bah, il puisse y avoir des PR élargis. Fait que là, pareil, là c'est une image d'illustration, je ne sais pas si c'est des PR élargis, mais nous, dans la région, les PR élargis qu'on a, c'est des PR de réserves indiennes, dans le fond, qui sont très très au nord ou bien vraiment très isolés. Puis ce sont au sein même de la réserve des gens, des autochtones, qui sont des PR3 élargis, puis qui vont permettre de transporter la victime. C'est pas forcément des fois des véhicules très très comment dire prévus pour le transport d'un patient, mais voilà, ils en ont le droit, puis voilà, jusque-là ça se passe bien, on va dire. Fait que voilà pour les PR3 élargis. Au niveau des actes autorisés aux premiers répondants, bon bah ça c'est le règlement sur les professions. C'est extrait en fait de là. Ça vous donne en gros ce qu'a le droit de faire un PR, c'est-à-dire utiliser un DEA pendant une réanimation, administrer de l'adrénaline s'il y a un choc anaphylactique, assister la ventilation à l'aide d'un ballon masque. Dans le fond, le ballon masque, c'est le BAVU, le ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle, insérer une canule nasopharyngée, donc par le nez jusque dans l'arrière-gorge, administrer du glucagon pour les hypoglycémies sévères suite donc à une personne qui aurait perdu connaissance en convulsion, incapable d'avaler ou confuse. Donc là, on parle des gens, par exemple, qui font des AVC, bon, les gens qui convulsent ou qui sont épileptiques ou non, puis ou une personne qui serait inconsciente. Dès lors qu'il y a une hypoglycémie qui est constatée par les premiers répondants, ils peuvent administrer du glucagon qui va permettre dans le fond de faire remonter le taux de sucre de la personne. Puis ils peuvent aussi administrer de l'analoxone. L'analoxone, dans le fond, c'est du Narcan. C'est un produit dans le fond qui va venir annihiler l'effet des opiacés sur une personne. C'est-à-dire que les médicaments opiacés qui peuvent entraîner des détresses respiratoires parce que les muscles vont fonctionner beaucoup moins, eh ben, on va administrer de l'analoxone, puis ça va venir en gros, ce que j'essaie de vulgariser au maximum, mais ça va venir chasser les petites molécules en fait d'opioïdes qui sont sur les récepteurs. Et ben, le naloxone va venir chasser ces molécules-là des récepteurs qu'il y a dans le cerveau. Donc on dit voilà, administrer l'analoxone par voie intranasale ou intramusculaire à une personne présentant une détresse respiratoire et une altération importante du niveau de conscience secondaire à l'administration d'opioïdes. Là, c'est pas forcément des gens qui sniffent du fentanyl au détour d'une ruelle. Là, ça peut être aussi des personnes âgées pour lesquelles il y a des erreurs des fois de médication parce que la personne âgée, bah, elle commence à être un peu Alzheimer, un petit peu confuse, puis elle se rappelle plus si elle a pris son fentanyl ou pas suite à une opération, puis elle en prend deux au lieu d'un. Puis des fois, c'est ça qui fait la différence. On va effectuer le pactage de plaies à l'aide de pansements hémostatiques. Bon, voilà, on est sur l'arrêt des hémorragies. Puis là, on vous reprécise là que dans le règlement sur les professions, premier répondant signifie toute personne
dont le nom figure sur la liste des premiers répondants, évidemment, voilà, qui sont reconnus comme premiers répondants, dressés par une agence, donc c'est le CIS, le Centre intégré des centres de santé et des services sociaux, c'est un peu l'équivalent de l'ARS en France, ou par la Corporation d'urgence santé, ça c'est pour Montréal et Laval. Donc, je vais vous montrer deux, trois petites choses. Ici, c'est le plan de formation. En gros, qu'est-ce que apprend un premier répondant en fonction de son niveau. Fait que, comme vous pouvez le voir, les PR de niveau 3, eux, c'est sur plusieurs pages, hein, c'est eux qui ont la formation la plus complète. Donc, je pourrais vous donner éventuellement le lien là si vous voulez vraiment aller voir là, mais en gros, bon, on a tout ce qui est les introductions, puis la partie légale, la généralité, etc. On a de l'anatomie, de la physiologie, tout ce qui est gestion des voies respiratoires, oxygénothérapie. Fait que là, on a en gros le but qui est indiqué, là, le but du module. On a les objectifs, on a comment dire, le matériel à disposition et le temps alloué à ce module-là. Fait que ça, on a en deux parties, l'oxygénothérapie, gestion des voies respiratoires, les situations de réanimation, avec là, tout ce que vous voyez ici, là, c'est des références là, de protocoles de premiers répondants. Je pense que je les ai mis, je vais vous montrer ça. Hop. Avec les situations de réanimation, les problèmes médico-légaux, donc tout ce qui est personnes mineures, refus de soins, etc. Les morts évidentes, enfants maltraités, etc. Tout ce qui est l'approche clinique préhospitalière, comment est-ce qu'on évalue un patient, tout simplement. Il y a un patient qui fait un malaise devant moi, là, une personne fait un malaise devant moi, ok, je l'approche, comment est-ce que je la questionne, qu'est-ce que je fais avec elle. Bon, bah, ça, c'est l'approche clinique préhospitalière. Les problèmes médicaux, donc on le voit, là, il y a quand même pas mal de parties. Là, on a 6 parties, si j'ai pas de bêtises, ouais, c'est ça. On a 6 parties. Puis là, ça va de voilà, altération de l'état de conscience, les réactions anaphylactiques, difficultés respiratoires, les intoxications, les convulsions, les problèmes diabétiques, la douleur thoracique, etc., etc. On a encore de l'anatomie physiologie, les problèmes obstétricaux, donc tout ce qui est protocole de la femme enceinte en travail, l'accouchement imminent, les soins au nouveau-né, la procidence du cordon, tout ce qui est problème pédiatrique. Également là, avec encore des protocoles là, que je ne veux pas pas vous embêter avec ça là, mais c'est encore pareil, altération de l'état de conscience, les convulsions, les difficultés respiratoires pour le PED, l'obstruction des voies respiratoires, la réaction anaphylactique. Encore de l'anatomie physiologie, il y en a quand même pas mal. Les protocoles techniques, donc là ce qui est technique, ça va être vraiment ce qui va être plus, ce qui va se concentrer sur un geste en fait technique. Donc par exemple là on a la protection cervicale, le retournement en bloc, le contrôle des hémorragies, transport d'un membre amputé. Là, vous avez vu qu'il y a plein là, de protocoles techniques, les protections spinales, les immobilisations des extrémités. Là, on retrouve l'approche clinique préhospitalière en traumatologie, qui est différente de l'approche en médical. Parce qu'on va faire un examen physique, on va essayer de chercher des informations spécifiques sur les prises d'anticoagulants, sur la grossesse, etc. Puis voilà, tout ce qui est protocole traumatique en soi. Donc problème traumatique, les situations de sinistre, ça va être tout ce qui va être les nombreuses victimes, protocole de triage, start, jump start. Donc en gros, start pour les adultes, jump start pour les enfants. Si on arrive puis qu'il y a 15 victimes, on est deux, comment est-ce qu'on va faire le tri dans tout ça? Les problèmes industriels, ça, c'est en gros voilà, exposition à des matières dangereuses ou substances toxiques, les inhalations de fumée, les choses comme ça. Les problèmes environnementaux, bon bah là ça va faire en gros tout ce qui est les noyades, les brûlures, les engelures, les accidents de plongée, submersion, etc. On a encore de la réanimation, la documentation, là c'est important parce que eux ils rédigent également des rapports d'intervention clinique, parce que nous en gros on pourrait comparer à des fiches bilan, même si ça reste quand même beaucoup plus complet on va dire qu'une fiche bilan à la française, même s'il y en a des bonnes. Puis voilà.
Après, bon, c'est de la synthèse, l'évaluation des compétences, il y a des scénarios en gros pour vérifier qu'ils ont bien assimilé tout ça. Puis ça va être pas mal ça parce que en fait, dans les autres formations, bah, on va retrouver les mêmes choses, mais il y a certains modules qui vont pas être présents. Euh, mettons, mettons voilà sur le PR2, bon bah là il y a que deux blocs de problèmes médicaux. Euh, voilà, il y a que deux parties de problèmes médicaux, alors que chez le PR3, bon bah vous avez vu, il y en a beaucoup plus. Euh, ok, ils ont deux aussi. Ils ont les deux. Ah, ça c'est l'anaphylaxie. Mais voilà, en gros, il y a pas mal de différences. Il y a pas mal de différences entre. Ah, c'est ça, eux, ils ont moins de protocoles. Ok, puis c'est ça, plus on va la descendre vers le bas, là, on est sur le premier répondant, niveau DEA, ça c'était le PR1, le PR1, puis en haut le PR2. Donc là, vous voyez, plus on descend vers le bas, bah, plus la formation est relativement courte. Fait que pour ça, on est bon. Ici, je vais vous présenter également, on a la liste de matériel du premier répondant. Fait que là encore, vous voyez, plus on va vers la droite, plus le niveau de soins est élevé, plus il y a de matériel nécessaire. Fait que vous voyez, ça va relativement comme une ambulance, on va dire, française, malgré qu'il y ait quand même, vous voyez, des auto-injecteurs d'épinéphrine adultes, pédiatriques. Il y a des choses qu'on trouve clairement pas dans une ambulance française. Euh, je regarde. J'ai fait quand même un petit peu de révision là, avant de vous en parler, là, mais c'est un métier qui est différent là, du métier de paramédic. Donc, on s'entend que le matériel puis les actes sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on apprend nous. Voilà, ça, par exemple, tout le matériel pour accouchement là. Vous voyez, ici, tout ce qui est accouchement, bah, en fait, il le prévoit que pour le PR3. Les autres niveaux de PR sont pas censés normalement réaliser des accouchements. Matériel pour brûleur, immobilisation, trousse de mesure d'urgence. Là encore, trousse de mesure d'urgence, vous voyez qu'il n'y a que PR2, PR3 qui est équipé avec, comme le matériel d'immobilisation d'ailleurs, PR2, PR3, parce qu'on a vu PR1, c'est uniquement ACR, anaphylaxie. Puis le PRDEA, normalement, est censé être uniquement sur les arrêts cardio-respiratoires, même si dans la pratique, c'est souvent qu'il y ait d'autres interventions qui sortent en P0, les personnes inconscientes, les choses comme ça, là, puis qui font que le PRDEA y va, mais la personne n'est pas en arrêt. Donc voilà pour le matériel. Je pourrais vous donner, si ça vous intéresse, pareil, les références. Là, tout est sur le site de Urgence Santé. Il n'y a pas vraiment de secret, là, tout est accessible. Ici, on avait la loi, le règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d'urgence. Dans le fond, ça répertorie tous les rôles, ce qui est permis. Dans le fond, par exemple, ici, on est dans la section premier intervenant. Premier intervenant, c'est vous et moi qui arrivons sur une intervention quelconque sans être appelé. Là, c'était le dimanche, puis on promenait notre chien, puis il se passe ça. Puis là, par exemple, voilà, tout le monde, s'il n'y a pas de PR, il n'y a pas de paramédic, tout le monde peut administrer de l'adrénaline lors d'une réaction allergique sévère ou de l'analoxone. Ça, c'est d'emblée. Puis s'il n'y a pas de PR ou de technicien ambulancier, puis que vous avez eu une petite formation sur l'administration du glucagon par un médecin ou une infirmière, bah, vous pouvez piquer quelqu'un au glucagon, une personne qui serait en hypoglycémie, puis inconsciente, en convulsion ou incapable d'avaler ou confuse.
Puis, vous voyez, on vous met même que toute personne qui a suivi une formation sur l'administration d'oxygène peut en donner en attendant l'arrivée des services hospitaliers d'urgence. Donc, en attendant l'ambulance, en attendant les premiers répondants, toute personne qui a suivi une formation peut donner de l'oxygène. Donc c'est pas mal ça. Puis là, vous voyez, tous les policiers, pareil, là, les policiers qui ont reçu une attestation comme quoi il a réussi une formation sur les soins immédiats, sur les premiers soins, peut mettre en place des pansements hémostatiques, par exemple, sur une plaie là, avec un segment actif. Et là, on retrouve tout ce qu'a le droit de faire le premier répondant, tout ce qu'a le droit de faire le technicien ambulancier paramédic, il y en a quand même pas mal plus. Tout ce qu'il a le droit de faire, les soins avancés, on m'a souvent demandé aussi pour les soins avancés, qu'est-ce qu'il a le droit de faire. En gros, voilà, vous avez plusieurs choses comme ça. Voilà, les étudiants, comment ça se passe les étudiants. C'est pas mal intéressant, je pourrais vous transmettre tout ça. Puis ici, vous avez également là, le site premierrépondantquebec.com qui est le site donc, de l'association des premiers répondants du Québec, pour lequel là, vous allez pouvoir avoir, notamment pour vous inscrire à une formation, évidemment, c'est uniquement au Québec, pour devenir membre de l'association. Puis vous avez achat en ligne, il me semble que ouais, c'est ça, il y a du matériel qui s'achète, qui peut s'acheter directement en ligne. Je pense que vous n'en aurez pas beaucoup l'utilité, là, mais bon, voilà. Il y a du matériel de formation éventuellement là, qui peut être, bon, voilà, qui peut être utile. Fait que, Fait que voilà pour cette petite vidéo sur les premiers répondants. Fait que n'hésitez pas à me dire là si vous avez d'autres idées, là, comme l'a mis Olivier, là, vous pouvez toujours me contacter en privé là, ou sur le groupe paramédic entre France et Québec là, pour me demander si vous souhaitez si vous souhaitez voir des vidéos sur d'autres sujets qui vous intéresseraient. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt les amis.